Voilà. Merci parler Aglaya. de... Alors Aglaya, Christine est une de mes étudiantes à la faculté de médecine en formation continue, hein. J'espère que les autres arrivent, hein, parce que ça sera -5 autrement, hein. Allez, je t'en prie, Naji. C'est à Merci toi. beaucoup. De Zoomanisa tout à l'heure, ben justement. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de l'écoute. Donc, ma présentation va être sur l'inclusivité, le handicap et l'Afrique, dans une posture, au départ, entre guillemets, qui est loin de ce que je fais habituellement dans mes occupations professionnelles, mais plutôt dans une posture d'association et qui, derrière, comme vous le verrez, est plutôt une sorte de bilan et d'action que nous allons mettre en place. Donc, très rapidement, nous verrons qu'est-ce que le handicap et ses différentes formes, etc. Enfin, le sommaire, le découvrirez au fur et à mesure, notamment le handicap dans le monde, même si mais je suis face à des personnes qui sont spécialisées dans la santé autour de moi. C'est toujours très, très bien de rappeler le handicap et notamment les nombreux chiffres qu'il peut y avoir, le handicap en Afrique, le recensement entre handicap visible et non visible en Afrique, l'inclusion des personnes handicapées justement en Afrique et le projet Afrique Hand que nous menons depuis quelques temps justement. Et, euh, et puis il y aura des questions, des échanges avec grand plaisir sur tout ça. Donc on parlait de Zoomanisa tout à l'heure, cher Abdelaziz. Ben voilà, les membres, hein, je ne peux pas ne pas les présenter car c'est avec eux que l'histoire a commencé. Donc, c'est les membres fondateurs, Nelly Chatou Diop, qui aujourd'hui est retourné au Cameroun depuis un petit moment, Samy, oui, qui est maître de conférence, Mathieu Quignou, qui était la partie, comment dire, légale, avocat et aussi maître de conférence à Paris 8, Hicham Bourak, qui est spécialisé dans tout ce qui est, comment dire, gestion de projet, réponse à appel d'offres, et moi en dernier. Donc, Zoomamisa a pour mission depuis 2020 d'accompagner et contribuer à l'amélioration de l'écosystème de la santé connectée dans le monde et avec une vraie particularité en Afrique. Voilà. Alors, pour ce qui est du handicap, hein, comme vous le savez tous, le handicap est un phénomène qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, soit moteur, sensoriel, mental, psychique ou cognitif, et sur toutes ses formes, quelles que soient plus ou moins qu'elles soient sévères, transitoires ou permanentes, parce que, comme l'expliquait tout à l'heure Abdelaziz quand nous échangions, notamment sur les personnes vieillissantes et les personnes en situation de handicap, nous aimons bien faire des catégorisations, et ces catégorisations, malheureusement, ne permettent pas d'avoir cette intersectionnalité en termes de réponse. Le fait que l'on parle de handicap, de personnes en situation de handicap d'ailleurs, j'ai été très souvent sermonné par les personnes handicapées parce qu'elles me disaient qu'elles n'étaient pas en situation de handicap, mais handicapées. Parce que une personne en situation de handicap, c'est une personne qui va sortir de cette situation, alors qu'une personne handicapée n'aura pas, hormis vraiment quelque chose qui pourra la transformer d'un point de vue technologique, elle n'aura pas la possibilité de sortir de son handicap. Et au contraire, ça va être quelque chose qui va s'aggraver au fur et à mesure. Donc, comment ne pas rappeler la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et qui décrit par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Cette, cette description et cette convention qui a été signée il y a longtemps, aujourd'hui a vraiment du mal à être, je ne vais pas dire respectée parce que tout le monde a pris le pas dessus, mais il est vrai qu'il y a des continents qui ont encore des, euh, des efforts à faire, même s'ils en font beaucoup. Donc, voilà. Donc, le handicap en Afrique et de manière partout pour le horizon 2030 est lié aux ODD et en Afrique de manière encore plus forte. Donc, les ODD qui sont liés au handicap et à l'inclusion sont les ODD 1 ou concernant la pauvreté, 3 concernant la bonne santé et le bien-être, 4 concernant l'éducation et la qualité de l'éducation. Les ODD 11 au niveau des villes, des communautés durables, on inclut dans ces communautés durables et les villes la mobilité, le fait d'avoir des mobilités douces, mobilités qui permettent d'inclure tout le monde, le travail décent et la croissance économique les inégalités, notamment la réduction de ces inégalités et le fait de faire des partenariats pour réaliser
l'ensemble de ces objectifs qui sont au nombre de 17. Donc, le handicap dans le monde, c'est quelques chiffres importants, hein. Plus de 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Ça représente une personne sur 6, selon l'OMS en 2023. 1% de la population mondiale qui a besoin d'un fauteuil roulant, 2,6% de la population touchée par une forme de handicap intellectuel, 6% de la population mondiale touchée par une forme de handicap auditif et 17% de la population touchée par une forme de déficience visuelle. Parce que la forme de la déficience visuelle va, comme vous le savez, de la malvoyance très bénigne à la personne qui est totalement aveugle. Et le handicap dans le monde, c'est aussi 85% des handicaps qui surviennent à l'âge adulte. C'est une chose que tu as répété tout à l'heure, encore à nouveau, Abdelaziz. On ne s'imagine pas que les personnes deviennent handicapées, et notamment avec un taux aussi fort qui est de 85% à l'âge adulte. On pense que les personnes sont handicapées et que l'on ne deviendra jamais handicapé, ou peut-être quand on sera plus vieux, alors que le handicap survient à tout âge et qui peut être très, très, très compliqué. Donc, on a aussi des chiffres qui sont très alarmants, hein, notamment au niveau de la population féminine. 20% de la population féminine dans le monde est atteinte d'un handicap en rapport avec les hommes qui est plutôt de 16,5. Et on a environ 240 millions d'enfants handicapés dans le monde. Et surtout, le chiffre qui est pour moi le plus alarmant, c'est que 80% des personnes handicapées vivent dans les pays en développement, c'est-à-dire sous-développés. Et justement, c'est un cri d'alarme qui est très très fort parce que 80% des personnes handicapées vivent dans des pays en voie de développement, c'est-à-dire que leur condition est vraiment très très critique. Donc, encore des chiffres, c'est toujours très important pour moi de les remonter, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Et cette notion-là en Afrique est très importante, notamment par rapport à tout ce qu'il y a eu comme recensement. Nous verrons ensemble de toute façon tous ces recensements. Et l'impact, c'est que 80% des adultes vivent dans la pauvreté et sont au chômage, et 32 millions d'enfants handicapés n'ont pas accès à l'école dans le monde vis-à-vis à cause de leur handicap. Donc, au niveau de l'échelle mondiale sur le handicap, si on fait un peu un récapitulatif, en 95, là, il y a eu la première déclaration d'action de Beijing. Il y a eu un retentissement quand même à l'échelle mondiale sur le handicap. Et puis ensuite, en 2003, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique. Le protocole Maputo. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de ce protocole-là. Il a quand même... Excuse-moi, Naji, oui. est-ce que tu peux augmenter le son? Parce qu'on t'entend bien, mais pas suffisamment. Là, Merci vous beaucoup. m'entendez là? Parfait. Super. Ce protocole, en fait, cette charte-là qui a été signée en 2003 a été très importante et elle a eu un impact en Afrique, car elle a commencé à mettre vraiment le doigt sur les droits de l'homme et surtout des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique et sur sur les personnes en situation de handicap. En 2006, la Convention relative aux droits des personnes handicapées que j'ai lu tout à l'heure a été vraiment le premier cri d'alarme au niveau du handicap. Et puis en 2011, on a pu avoir le premier rapport mondial sur le handicap qui a été lancé à Lomé, en Afrique. Et c'est vraiment ça qui a été, pour moi, pour ma part, quelque chose je vais même en parler d'un point de vue personnel parce que c'est ce qui m'a encore plus mis dans le monde du handicap, c'est que j'ai pu assister à distance. Euh, Quand je dis à distance, on n'avait pas encore des visioconférences ou quoi que ce soit. Mais j'ai pu assister à l'enregistrement de ce lancement à Lomé. Et j'ai pu en discuter parce qu'à l'époque, je travaillais sur des personnes vieillissantes dans les EHPAD et les personnes en situation de handicap. J'ai pu voir l'importance de ce rapport mondial et après l'avoir lu, j'ai pu comprendre quel impact le handicap avait sur notre société. Je ne vais pas aller sur le 2018 parce que voilà, c'est la continuité, mais ce qui est surtout important, c'est 2018 et 2022, les sommets mondiaux sur le handicap avec 171 acteurs internationaux qui ont vraiment misé et se sont lancés et ont donné comment dire, leur approbation et surtout ont fait comprendre qu'il fallait que les enjeux d'inclusion des personnes âgées et les moyens financiers soient mis en place pour que ces personnes puissent
vraiment vivre comme des personnes tout à fait normales. Donc voilà, un petit récapitulatif au niveau de ces chiffres à l'échelle mondiale. Mais qu'en est-il en Afrique? Parce que l'Afrique, c'est c'est un sujet un peu compliqué, on le sait aujourd'hui. En Afrique, c'est complètement différent. On a environ 80 millions de personnes en situation de handicap. En revanche, il y a une forte absence de données ventilées, solides et communément admises sur le nombre de personnes handicapées. Donc, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il est très, très difficile encore aujourd'hui, malgré les différents recensements, d'avoir des données exactes euh, sur le handicap, même en Afrique du Nord. J'ai fait des recherches, j'ai pu voir, j'ai pu travailler avec des personnes en Afrique du Nord. On peut avoir des données assez, comment dire, pas forcément justes, alors qu'on peut voir en Occident ou notamment en Europe que les données sont vraiment aujourd'hui très, très, très pointilleuses, très claires, et qu'il y a une avancée là-dessus. Donc, les statistiques officielles indiquent que le pourcentage des personnes handicapées varie entre 2 et 5% par pays en Afrique. Cependant, pour certaines ONG, comme je l'ai expliqué, on est plutôt vers des chiffres qui vont vers 20 à 22%. Et cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la prévalence des conflits, comme vous le savez tous. Malheureusement, notamment la zone subsaharienne est sujette à conflit, les déplacements forcés des populations et surtout le manque d'accès à des services médicaux adéquats. Donc, pour être très clair, c'est quelque chose qui est très, comment dire, compliqué, le fait d'aller chercher les données, notamment, et de pouvoir recenser de manière très claire les personnes en situation de handicap, par sexe, etc., etc. Donc, au niveau de l'histoire du recensement des populations en Afrique, parce que le but aussi, c'est de vous présenter cette histoire-là, pour que vous la connaissez, c'est que historiquement, le recensement a commencé à partir de 1960, où l'UNFPA a mis en place un programme de recensement en Afrique pour pallier au manque d'informations de base qui étaient disponibles. Depuis les années 80, la majorité des pays africains ont mené des recensements, mais les données sont pas encore, non peu, hein, enfin à partir de cette série-là, série 80, les données n'étaient pas encore assez riches. Les séries de recensement 90, 2000, 2010 ont été des épreuves, mais elles ont permis de mettre en place un modèle pour la série 2020. Et cette série-là a une importance parce que c'est la dernière avant l'échéance 2030, notamment liée aux objectifs des ODD et à Horizon 2030. Malheureusement, ces objectifs-là des ODD ne seront certainement pas atteints parce que sur la dernière série 2020, il n'y a seulement que 44 pays qui ont effectué au minimum un recensement avant décembre 2024. Et c'est quelque chose qui est très problématique, car même sur ces 44 pays, d'énormes données sont encore fausses ou faussées. Je vais vous expliquer en quoi. Donc, l'objectif de ma présentation, pour être très clair, c'est aussi une présentation situationnelle avant d'être une présentation qui va présenter des solutions, qu'elles soient technologiques ou organisationnelles. Mon objectif, c'est vraiment une présentation situationnelle pour expliquer quelle est la raison pour laquelle en Afrique, actuellement et encore aujourd'hui, nous sommes face à des données qui peuvent être riches, mais qui ne peuvent être pas forcément utilisées à bon escient. Donc, il y a une terminologie de recensement, mais on va passer cette étape-là. Quelles sont les recommandations internationales relatives au recensement? La mise en place d'un recensement est une opération qui intègre de nombreuses étapes. Et c'est des étapes qui sont recommandées de manière très forte par les Nations Unies depuis 2008. On peut voir qu'il y a à peu près une quinzaine d'étapes avec le fondement juridique du recensement, la base financière, le calendrier, l'administration, les activités, les travaux cartographiques qui sont très importants, la préparation du ou des questionnaires, la planification du programme d'assurance, et ainsi de suite, jusqu'à l'évaluation des données, ou du moins le dénombrement, y compris la supervision, le dépouillement des données, l'évaluation des données, l'analyse de ces données et la diffusion des résultats de ces données.
Ce processus-là, en général, est un processus qui est linéaire et qui se poursuit de manière vraiment très stable, notamment dans les pays dits développés. Dans les pays en voie de développement, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et justement, ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi il est très important de faire des recensements en Afrique et de suivre ce protocole-là. L'importance du recensement en Afrique, il va permettre de mettre en place et en œuvre des programmes, d'éclairer l'élaboration de politiques, qu'elles soient politiques, des politiques dites sociales, de protection sociale ou publique, la planification du développement socio-économique et d'être surtout un indicateur évaluant les pays dans leurs engagements aux ODD, notamment les pays africains qui, malheureusement, ont encore d'énormes retards par rapport à ces engagements. Donc, les différents acteurs du recensement en Afrique, bon, on les connaît tous, hein, notamment la CEA, l'Union africaine, l'ONU, l'OMS, le PNUD, l'OIT, les gouvernements africains, les fondations d'ONG et les OPH, les organisations des personnes âgées, des personnes handicapées et différentes fédérations. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, entre la série de recensement 2010 qui a été entre 1995 et 2004 et celle de 2020 entre 2015 et 2024, cette série-là s'est finie en décembre, il y a une énorme différence parce que lors du recensement de 2010, on a eu 47 pays sur 54 qui ont effectué un recensement. Lors de ce recensement 2015-2024, il n'y en a eu que 44. Et lors de la dernière année, c'est-à-dire 2020, 2023, de 2023 à 2024, une vingtaine de pays ont réalisé ce recensement, mais ça a été réalisé de manière assez cacophonique. Donc, on peut voir sur la carte que nous voyons ici l'ensemble des pays, notamment sur la droite, sur le calendrier de participation à la série de recensement et sur la série 2015-2024, et notamment l'ensemble des pays qui ont réalisé ces recensements les 2-3 dernières années, entre 2022, 2023 et 2024. Ces recensements ont été effectués de manière assez cacophonique, comme je vous l'ai dit, et vous pouvez voir la disponibilité des données de l'enquête sur l'Inostat. On remarque, par le biais de cette carte, que seulement que 3 pays ont effectué des recensements réguliers sur les ménages. Ces pays ont régulièrement intégré la thématique du handicap. La jonction entre le recensement et le handicap va commencer à se faire. L'objectif, au départ, c'était de parler de recensement et de partir tout doucement vers le handicap. 3 pays n'ont aucun recensement depuis 20 ans. Et sur les 20 dernières années, la grande majorité des pays africains n'ont pas effectué de manière régulière de recensement sur les ménages. De plus, la thématique autour du handicap a été très irrégulièrement intégrée lors de ces recensements. Les 3 pays qui ont effectué des recensements de manière régulière, notamment très régulière, sont le Rwanda, le Sénégal et le Botswana. On peut voir sur la carte ici aussi qu'il y a énormément de rouge, notamment lié à l'irrégularité des recensements des personnes, euh, du recensement de la population sans y inclure, pardon, les personnes en situation de handicap. Donc, le recensement de la série 2020, qui a été mis en place et qui a été réalisé sur la population africaine, s'est avéré très difficile et il a été confronté à de nombreuses contraintes et limites qui se sont ajoutées à celles qui avaient déjà été rencontrées auparavant sur les séries 2000, 2010 et voire même sur les séries 90. Les contraintes qui étaient déjà présentes et connues sont l'insuffisance de la couverture, les infrastructures mal adaptées, les ressources humaines formées, l'analyse chronophage des données, l'instabilité politique des pays africains et l'insuffisance des ressources financières. Et les nouvelles contraintes auxquelles ont été confrontés les pays africains à partir de la série 20, entre 2015 et surtout à partir de 2020, c'est l'apparition, comme vous le savez tous, de la pandémie, notamment la Covid-19, qui a eu un impact vraiment très sévère sur ces recensements-là,
et qui a créé des variations au niveau du recensement avec des pays euh, qui ont eu des problématiques de pouvoir lancer ce recensement-là. La conservation des données recueillies, ce sera un sujet sur lequel nous parlerons notamment au niveau des technologies, et l'intégration des nouvelles technologies vis-à-vis de ce nouveau recensement. Donc, en Afrique, les données démographiques proviennent de trois sources principales. Euh, la première source, c'est les registres et les fichiers administratifs. Donc, c'est des registres d'état civil ou des registres paroissiaux, pardon. Et ces registres-là sont, eux aussi, face à des contraintes et des limites. Donc, ces contraintes-là se focalisent sur une seule thématique. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser uniquement soit sur le sexe, soit sur l'âge, soit sur la naissance, le mariage ou le décès. Donc, il n'y a aucune possibilité d'avoir plus de données sur de type est-ce que la personne a eu un handicap, est-ce que la personne travaille ou est au chômage, etc., etc. Ensuite, la deuxième ressource, ce sont les enquêtes. Les enquêtes sont très nombreuses en Afrique. J'ai participé à plusieurs enquêtes. Euh, mais la plus grosse des contraintes au niveau de ces enquêtes-là, c'est la taille des échantillons est souvent très peu représentatif et réduit. Et même si ces méthodes sont exhaustives et la collecte de données est très bonne, une partie des enquêtes a vraiment, une très grosse partie d'ailleurs, a vraiment la mauvaise habitude d'avoir des échantillons très réduits. La troisième contrainte, c'est le recensement. Et le recensement en Afrique lui-même intègre des contraintes et des limites, notamment présentes au niveau de cette liste et qui est non exhaustive, notamment la qualité des informations recueillies, la quantité des questions intégrées au sein des formulaires, le fait d'avoir un simple et unique répondant pour l'ensemble des ménages, qui a tendance à sous-estimer les difficultés des personnes âgées, le biais d'encadrement et la formation encore sommaire des enquêteurs, une partie des personnes handicapées qui ne sont pas comptabilisées, notamment les personnes les plus handicapées sont placées dans des institutions et le fait que les enquêtes aussi ne vont pas prendre en compte les personnes qui sont soit en situation de déplacement et pas forcément en situation comment dire, des personnes SDF, sans domicile fixe. Elles sont en situation de déplacement et elles se déplacent souvent et on n'a pas la possibilité de savoir quand elles se déplacent, d'où elles viennent et notamment quel est leur handicap. Et enfin, une absence de données ventilées, solides et communément admises, comme je l'ai expliqué, sur le nombre de personnes handicapées par âge, par type de handicap, par genre, etc., etc. Donc, si on revient sur les contraintes au niveau de la pandémie du Covid, le Covid a eu un énorme impact conséquent sur ce recensement de la série 2020. Et on peut le voir ici, comme je vous l'expliquais, de nombreux pays avaient pensé à faire notamment des recensements en 2020 et en 2021, notamment 20 pays, et ils ont dû les faire après, ce qui a eu un impact très fort. On peut observer que ces recensements-là qui devaient être faits en 2020 et 2021 ont été faits en 2022 et 2023, et que 10 pays n'ont pas réalisé de recensement, notamment l'Algérie. Une petite pensée pour toi, mon cher Abdelaziz. L'Algérie n'a pas fait de recensement, le Cabo-Verde, le Cameroun, le Tchad, etc., etc. Quelles ont été les raisons? Les raisons sont multiples, elles sont d'ordre, et notamment quelles sont les problématiques auxquelles ont été confrontées les personnes pour réaliser ces recensements. C'est des problématiques d'ordre méthodologique, technologique, opérationnel, financières qui se sont ajoutées aussi à des difficultés déjà existantes qui sont d'ordre budgétaire et sécuritaire. Il y a aussi une forte raison qui est la restriction à la circulation et à la libre circulation, à l'achat et à la distribution du matériel pour le recensement, qui a eu un impact énorme sur la qualité de l'exercice du recensement. Et les personnes enfin, les gouvernements et les nombreux organismes qui ont accompagné les gouvernements pour réaliser ce recensement ont été confrontés à de nombreux défis auxquels il a fallu répondre, notamment le fait de faire des formations à distance du personnel de terrain,
le fait de sécuriser les recenseurs et le public, le fait de mettre en place des webinaires sur le recensement. Il y a eu énormément de webinaires qui ont été faits de manière décalée sur de nombreux pays. Le fait de mettre en place des processus de recensement en ligne. Donc, d'un point de vue technologique, faire son recensement en ligne a été mis en place. Malheureusement, nous n'avons pas pu récupérer, enfin, je n'ai pas pu récupérer le taux de personnes recensées en ligne parce qu'il n'a pas été partagé. Et aussi, enfin, la résolution des problèmes logistiques au transport du personnel et du matériel de recensement. Ce matériel de recensement-là aussi lui a été très problématique. Et la logistique entre pays, et notamment le fait que certains pays ont été décalés vis-à-vis du Covid, cela a créé des tensions, notamment d'un point de vue de politique et de budget dans des pays qui ont dû allouer à cause du Covid des sommes qui étaient dues au départ. Je ne peux pas trop. Les- Et c'est un vieux. Vas-y, Naji, on va éteindre le micro des personnes qui interviennent. Je t'en prie, Naji. Ah oui, désolé. J'ai cru que C'est c'était moi, c'est quelqu'un qui nous, s'était... c'est nous. Vas-y. Il te reste encore 10 minutes. Oh, Il te reste encore 7 minutes exactement. ok, d'accord, bah, je vais accélérer. Et toutes ces problématiques ont eu un très très fort impact sur le recensement de la série 2020 et notamment le fait de recenser aussi les personnes en situation de handicap. Donc, quelles ont été aussi les contraintes et les limites au niveau de la souveraineté numérique et des conservations des données? Comme on le sait, en Afrique, les data centers ne sont pas très présents. Il y a environ une centaine de data centers. Et seule l'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus de data centers, environ 37. Et en termes de représentativité à l'échelle mondiale, les data centers à l'échelle mondiale en Afrique représentent que 1,3% du total mondial. Donc, en termes de souveraineté, de stockage des données, et de conservation de ces données, de partage de données, de souveraineté numérique, de protection des données, l'Afrique a encore d'énormes euh, comment dire, d'énormes efforts à réaliser pour pouvoir notamment faire des recensements numériques, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller de plus en plus vers le recensement numérique et de pouvoir justement utiliser toutes ces données-là et pouvoir en jouir et pouvoir les partager et agir notamment par le biais de ces données pour répondre aux différentes problématiques que les personnes âgées et les autres personnes, les autres populations sont confrontées. Donc, le recensement numérique aujourd'hui en Afrique est quelque chose d'incontournable. L'adoption des méthodes innovantes au cours du recensement de la série 2020 s'est déroulée lui aussi avec de nombreuses difficultés, notamment de nouvelles approches de collecte de données, un changement continu des tablettes, donc une réadaptation technologique, des difficultés d'approvisionnement, les compétences et les capacités du personnel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans l'utilisation d'applications numériques. Malgré tous ces défis, les pays africains sont encouragés à poursuivre l'adaptation au recensement numérique, car celui-ci permet d'améliorer l'actualisation des données. On peut voir ici sur le RGPH 5, qui a été finalisé très récemment, que de nombreuses personnes ont été au contact des populations avec justement des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, avec l'aspect de géolocalisation pour pouvoir nourrir la cartographie que les Nations Unies met à disposition de l'ensemble des pays. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de couacs au niveau de ce recensement-là. Donc, le recensement des personnes en situation de handicap a été de la série 2020 a été réalisé de manière cacophonique pour plusieurs raisons. Et il a eu un impact aussi sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on part toujours du postulat qu'il y a 80 millions de personnes handicapées en Afrique, mais on ne connaît que très peu euh, l'inclusion de ces personnes-là, notamment une inclusion en termes d'employabilité, l'inclusion en termes de mobilité, l'inclusion en termes de scolarité.
Même si les gouvernements ont fait d'énormes efforts au niveau du juridique, très peu de politiques de recensement sont mis en place pour pouvoir connaître de manière vraiment fine à quel niveau et de quelle manière les personnes en situation de handicap sont inclus dans cette société. Donc, on peut voir que 20% des femmes handicapées ont un emploi rémunéré, que seulement que 10% des enfants handicapés sont scolarisés, plus de 80% des personnes handicapées qui sont adultes n'ont pas d'emploi en Afrique, et les conséquences sont très fortes. Donc, une augmentation de la pauvreté et de la mendicité, les femmes sont victimes de plusieurs discriminations. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes, justement, euh, de ce manque d'inclusivité, notamment au niveau de l'autonomisation économique, la protection sociale, la possibilité de leadership, d'éducation, et surtout en termes de capacitisme et le fait que il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui pensent que les, euh, les personnes handicapées ne sont pas capables de pouvoir avoir un métier, et notamment quand elles sont femmes, elles sont encore moins capables. Donc, au niveau du Bénin, il y a eu, justement, pour pallier ces nombreuses inégalités, des actions qui ont été mises en place, notamment la stratégie nationale pour promouvoir des personnes handicapées, le plan d'action national et le partenariat avec des ONG de type handicap international, etc., etc. Le Bénin a mis en place une loi qui s'appelle la loi N 2017-39 pour protéger de plus en plus les personnes handicapées. Elle a mis aussi en place, au niveau de cette stratégie nationale du SNPPH, différentes actions, comme vous pouvez lire, hein, vous voyez, il y en a plusieurs, je vais en prendre une au hasard, notamment le fait de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des classes mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et des compétences. L'objectif au Bénin, et le gouvernement du Bénin que nous accompagnons, est clairement de pouvoir inclure des personnes en situation de handicap au niveau de l'employabilité. Pour eux, l'employabilité est le premier vecteur d'inclusion, qu'elle soit sociale, économique, etc. Au niveau du plan d'action de la PAMP et du partenariat avec les ONG, il y a eu beaucoup d'actions pour promouvoir l'employabilité, la formation, l'insertion professionnelle et mesurer les actions au niveau de l'éducation et mesurer justement l'employabilité. Pourtant, il reste encore d'énormes chantiers à faire et à mettre en place, notamment au niveau de la santé, au niveau du diagnostic et du suivi des personnes handicapées, matériel médical, au niveau des assurances, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la politique, au niveau de l'éducation. Autant de champs dans lesquels Humanisa et l'ensemble de ses partenaires se positionnent de manière très forte. Très forte. Alors, qu'en est-il aujourd'hui en 2025? Quelle est la situation en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne? Est-ce que la loi rend, est-ce que les enjeux, pardon, de l'inclusion des personnes handicapées, les moyens déployés ont amélioré leur situation, leur employabilité, et notamment celle des femmes handicapées victimes d'une double discrimination? Quel est le taux d'employabilité global des personnes handicapées? Est-ce que la loi rendant obligatoire l'emploi des travailleurs handicapés est-elle appliquée? Euh, Est-ce que les politiques publiques et de protection sociale des personnes handicapées ont été mises en œuvre? Euh, le projet que nous avons mis en place aujourd'hui avec Humanisa et nos partenaires, qui s'appelle le projet Afrique Inde, a pour objectif justement de répondre à l'ensemble de ces différentes questions. Donc, même si le bilan des recensements et de l'inclusion est positif comparé à l'ensemble des actions qui ont été faites ces dernières années, il reste encore beaucoup de choses à faire au sein de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, la mission du projet africain, c'est de permettre aux personnes atteintes de handicap définitif ou temporaire d'avoir accès à des services de prise en charge efficients allant du diagnostic à l'insertion professionnelle. C'est aussi accompagner et soutenir le développement de la recherche sur les différents handicaps dans l'optique de guider les instances gouvernementales. Il y a aussi des objectifs prioritaires qui sont au sein du projet africain, c'est de cartographier les différents acteurs du handicap, améliorer le recueil des données sur toutes les formes de handicap et dresser des données manquantes, comprendre les défis auxquels sont confrontées les femmes en situation de handicap sur un marché du travail en Afrique,
créer un hub à l'échelle continentale mettant en synergie les efforts des différentes parties prenantes, en capacité de proposer des réponses holistiques aux différents handicaps et co-développer des solutions, des outils personnalisés, efficaces et inclusifs en réponse aux défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées, notamment sur le marché du travail, dans leur parcours scolaire, au sein des entreprises, dans leur mobilité urbaine et périurbaine, au niveau de l'accessibilité des infrastructures urbaines en général et en matière d'inclusion sociale et financière. Donc, Nagy, notre... il nous Oui, reste quelques instants pour conclure. OK. Au niveau des pays pilotes, nous avons choisi de démarrer notre projet au niveau de 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. Donc, ce choix a été fait par rapport à toutes les proximités que vous pouvez lire très rapidement ici. Et donc, nous avons choisi de lancer notre premier pilote au Togo, au Bénin, pardon, excusez-moi, notamment parce que le Bénin est en train de finaliser le RGPH5. Et ils sont partis avec notre principal partenaire qui est la FAPHB, la Fédération des actions des associations des personnes handicapées au Bénin. Nous avons pu remonter le fait que seulement 92 495 personnes avaient été recensées en 2010, alors que la série de 2000 remontait 172 870 personnes handicapées. Donc le but, c'était de comprendre pourquoi cela avait été fait de cette manière et surtout d'apporter une réponse et par le biais de nos recherches et de nos études et de trouver une solution vraiment technologique et à dimension universitaire en termes de recherche et de développement. Donc, notre feuille de route a été très simple, hein, il y a 4 phases. Je vais passer très rapidement sur ces 4 phases. L'objectif, c'était de pouvoir créer un groupe de recherche, cartographier les différents acteurs, concevoir une application mobile nous permettant d'avancer sur la phase 2, lancer des phases d'observation sur le terrain et améliorer le recensement et le fait de pouvoir faire un recensement par typologie de handicap, pour pouvoir avoir des mesures les plus fines possibles, etc., etc. Donc, nous avons créé avec le partenariat, en partenariat pardon, avec l'école d'ingénieurs, l'ESME, une solution qui est Handia, qui nous permet actuellement de pouvoir travailler sur 77 communes avec un enquêteur par commune. Et l'objectif, tout à l'heure, Abdelaziz, tu parlais du téléphone portable avec un projet que tu avais vu au Canada. Nous, le téléphone portable est vraiment un outil vraiment formidable permettant à la fois de stocker en offline les données et de pouvoir après les transmettre en online. Notre objectif à nous dans le projet, c'est de pouvoir utiliser l'application Endia avec un serveur local pour avoir de la gouvernance et de pouvoir partager avec l'ensemble des institutions toutes les données que nous pouvons recompter. Euh, Notre objectif, c'est évaluer aussi, selon son profil, le niveau de handicap d'une personne via un formulaire, recenser les personnes handicapées, intégrer le langage des signes et la traduction de différentes langues africaines dans cette solution-là, et pouvoir aider l'ensemble des acteurs de la santé, de l'État, des associations, afin qu'ils participent à la collecte et afin qu'on puisse diffuser et partager l'ensemble de nos connaissances. Alors, Sernaji, c'est passionnant. Si tu avais la gentillesse, alors on t'écouterait des heures, mais il faudrait penser, s'il te plaît, à conclure. Et de toute façon, parce qu'on va faire place aux questions, hein, mais c'est Je vais vraiment conclure là. passionnant, hein. Je Ça y suis est, c'est la désolé. dernière. Ouais, C'est la j'en prie. dernière, c'est la Ah, dernière super. diapo. Très Ça bien. y est. Merci beaucoup. Autre solution aussi sur laquelle nous travaillons, c'est la création d'une cartographie par pays permettant de connaître la concentration des personnes en situation de handicap ou handicapées dans les communes, les villages et les villes, le type de handicap dominant, les déplacements des personnes handicapées, etc., etc. Et tout à l'heure, Abdelaziz, tu parlais de solutions technologiques. Nous souhaitons utiliser de la techno, mais de manière intelligible et notamment sur des situations vraiment très importantes qui nous sont remontées par le terrain. L'une des premières choses qu'on nous a remontées, c'était la mobilité, notamment le fait de pouvoir adapter les mototaxis pour les personnes qui avaient des chaises roulantes. Donc, on est en train de travailler avec un ensemble d'acteurs euh, on va des designers aux mototaxistes eux-mêmes et des personnes en situation de handicap et les personnes représentantes de l'État pour pouvoir concevoir et co-créer
une solution adaptée qui peut s'adapter très rapidement et permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir être transportées. Aussi dans l'amélioration de la QVT. Et surtout, nous favorisons les low-tech dans notre démarche. On pense que, de toute façon, avec la situation en termes de couverture d'Internet en Afrique et le coût des solutions qui sont très chères, on pense que les low-tech sont vraiment quelque chose de très important, notamment dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Naji. C'était vraiment Merci. très clair, très dense. Juste pour remercier, alors je vois tous mes amis professeurs qui sont là, mes étudiants, directeurs. Merci à Christine hein, Berbezier, professeur Ziri, Ben Salah, le professeur Ben Amar, pour ceux que j'ai oubliés qui se manifestent. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet important. Certes, la société savante que je préside s'occupe donc des personnes âgées, mais maintenant, ce que je disais à notre conférencier, on s'occupe maintenant de plus en plus de personnes en situation de handicap qui vieillissent. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison, ce recensement est, je dirais, la première étape pour commencer à réfléchir à l'inclusion. Parce que comment on peut travailler d'inclusion et à plus forte raison avec les technologies, on ne sait pas où sont nos personnes en situation de handicap. Alors, j'ai juste une information à donner et après, j'ai une petite question. Alors, L'information, c'est que j'ai de la chance d'aller souvent en Afrique, je connais très bien le Maroc, l'Algérie, Tunisie et même Mauritanie. Il faut que tu saches qu'en Algérie, le dernier recensement date de 2023. Il est sorti la semaine dernière. Alors, tu ne pouvais pas le voilà. savoir, mais bon, pour te dire qu'il suit, parce que vous savez, tu sais, tous les pays hein, font des recensements. Alors, je Oui, oui, passe bien sûr. le contrôle du professeur Benhamer. C'est l'ONS, hein, l'Office national des statistiques. Le Maroc, c'est pareil. Hein. Ils ont leur plan handicap. Alors, en Oui. Algérie, il y a des plans. Par exemple, il y a eu un plan autiste qui est sorti il y a à peu près 5 semaines. Oui, j'ai entendu parler de ce plan-là. Voilà, je laisserai le professeur Benhamer intervenir, bien entendu, et le professeur Ziri aussi, qui m'a dit qu'en Tunisie, il y a des recensements. Mais bon, ma petite question avant de leur donner la parole, c'est est-ce qu'il y a, il y a pas un aspect culturel et cultuel, d'accord, sur justement l'approche des personnes en situation de handicap, hein, Oui, parce que c'est une question prégnante. Et après, c'est j'invite tout le monde à poser ces questions, soit sur le chat ou directement. Je t'en prie, Nagy. En tout cas, euh, merci pour cette belle présentation. avec plaisir. Alors oui, c'est une question culturelle et cultuelle. Euh, Tout à fait, tu as raison. Et puis j'irais même, il y a un handicap dont je n'ai pas parlé au sein de la présentation, c'est le handicap social. Un exemple très concret, le maraboutage au Bénin, c'est quelque chose qui existe. Une personne qui a été maraboutée et devient handicapée socialement. Donc avec Maria Leboum, qui est la sociologue avec laquelle je travaille au niveau du Bénin, c'est des sujets sur lesquels elle a travaillé. Oui, c'est culturel et culturel. Et la grosse problématique, c'est que très souvent, on cache énormément. C'est quelque chose on cache les personnes en situation de handicap. C'est souvent la faute de la femme, d'où le fait qu'elles soient brimées, hein, notamment en termes de violence. Et c'est encore pire quand elles sont elles-mêmes en situation de handicap. Et l'un des plus gros problèmes que j'expliquais au niveau du recensement, d'où l'angle de ma présentation, c'est que malheureusement, quand il y a des recensements, on va souvent vers le chef de la maison, le chef du ménage, le chef du village, et c'est souvent des hommes. Et très souvent, ces personnes-là n'ont peu ou pas parlé ou diminué la problématique du handicap parce qu'on a honte, euh, parce que ben, ça veut dire qu'on n'est pas quelqu'un qui se reproduit convenablement, etc., etc. On parle même de tabou, hein, Nagy, hein, C'est pour très certains. tabou. Ouais. Alors, professeur Benhamer, vous vouliez intervenir, peut-être? Votre micro, professeur, votre micro. Tu peux lui réactiver le micro, Damien, s'il te plaît? Peut-être. Voilà. Oui, 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 bien sûr. Alors, après, professeur, votre micro. Damien, tu peux le réactiver? Ah, bah voilà, allez-y. Voilà, Allez. voilà, merci pour cette présentation. Il y a un point qui m'a un petit peu interpellé, c'est surtout l'accès au marché du travail pour les femmes.
d'après donc la présentation de M. Nadji, il nous a un petit peu posé ce problème puisqu'il nous a fait savoir que l'accès au travail pour les femmes pose un grand problème en Afrique. Alors qu'on sait peut-être ce que le BIT nous donne comme résultat, je crois qu'il y a une ascension. Peut-être, certes, elle est insuffisante, mais je crois l'accès des femmes au travail en Afrique, je crois qu'il est en ascension. Je crois. Je ne sais pas, ce monsieur, donc il va nous donner plus de précision. Alors, S'il y a une possibilité, c'est très important pour moi. Deuxièmement, en ce qui concerne, je m'excuse, en ce qui concerne donc la publication par l'ONS, c'est un travail récent puisque le recensement, il y a eu un petit retard dans la publication de ces résultats. Nous Absolument. l'avons donc eu que récemment. En toute sincérité, je ne peux pas donc donner un avis puisque je ne l'ai pas encore c'est-à-dire consulté. Mais c'est un travail qui est très important pour nous parce que le dernier recensement remontera à plusieurs années. Donc, on avait des données qui étaient bien précises. Donc, on attendait avec grande impatience ce résultat de l'ONS. Donc, j'espère que les prochains jours, donc, on aura plus d'avis sur les résultats de l'ONS. C'est les deux remarques que je voudrais faire à Monsieur Nadji, surtout le problème de l'accès au marché du travail pour les femmes. par Merci, rapport à l'accès du... Merci merci, beaucoup en tout professeur. cas. Merci beaucoup. Par rapport à l'accès au travail pour les femmes, déjà, il faut comprendre aussi qu'on fait la différence entre travail formel et informel. Donc, le travail informel, il y a beaucoup de femmes en situation de handicap qui travaillent de manière informelle et qui sont leurs propres patrons. Donc, ça a augmenté par rapport au fait qu'aujourd'hui, on intègre dans l'accès au travail, à l'employabilité, les femmes qui sont leurs propres patrons et qui, par le biais d'associations, ont pu faire des microfinancements et maintenant gagner de l'argent et montrer que elles ont leur propre emploi. Mais si on parle clairement de marché de l'emploi, en gros, dans une administration, même si aujourd'hui il y a des pourcentages il y a des quotas, mais si on parle d'entreprises privées ou quoi que ce soit, même si même s'il y a une obligation de pouvoir incorporer des personnes en situation de handicap, les femmes sont celles qui sont le moins incorporées. C'est très, très problématique pour les femmes d'avoir cette incorporation. Bien sûr, il y a des avancées, hein. Clair qu'il y a de grandes avancées et les associations qui, qui sont autour de la femme et de la situation, les femmes en situation de handicap et qui les aident, les nombreuses associations comme Handicap International et bien d'autres, hein, qui sont à la fois à l'échelle nationale ou internationale, font un travail formidable. Et justement, c'est grâce à elles que les métiers informels, c'est-à-dire le travail informel que faisaient ces personnes-là, sont devenus des travails formels parce que les personnes ont dû aller faire de la microfinance et donc aller, au bout d'un moment, créer un compte dans une banque ou du moins avoir un compte bancaire en ligne, etc., à aller au registre du commerce pour pouvoir s'enregistrer, etc. Ce qui a fait augmenter le taux de femmes qui travaillent et qui sont en situation de handicap. Pour revenir sur je réponds en même temps à Madame Ziri qui m'a envoyé des messages. Oui, la Tunisie et l'Algérie ont fait des recensements, mais comme euh, pour certains, comme pour le Bénin, ces recensements n'ont pas été encore été sortis fin 2024, voire début 2025. Ils n'ont pas été intégrés par les Nations Unies et d'autres organismes comme étant effectués. Mais ça va jusqu'à horizon 2030. Donc, il y a encore des pays qui vont peut-être effectuer cette année leur recensement ou qui l'ont fait, mais qui vont sortir leurs résultats. En revanche, ça sera toujours mal ventilé en termes de description des personnes en situation de handicap au niveau de la ventilation par âge, par sexe et par type de handicap. Tu veux intervenir, Catherine? Professeur Oui, Zeri? Oui, je t'en oui, prie, oui. Catherine. Voilà, Je t'en prie, merci pour professeur. cette précision, bien sûr. Mais c'est vrai que, bon, nous, on a un recensement quand même toutes les 10 années en Tunisie. Oui, oui. Donc, effectivement, le dernier a été fait en 2024. C'est le 13e recensement quand même. Mhm.
bien sûr, la Tunisie, comme d'autres pays africains, ratifie beaucoup de directives de l'Organisation mondiale de la santé et avec toutes les organisations donc, satellites qui vont avec l'OMS, pour ne citer que l'UNICEF, etc., l'UNFPA, etc. Et en plus, c'est vrai qu'on a quand même des représentants de personnes handicapées qui sont assez fortes en Tunisie. Notamment, on a l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées. C'est une personne qui est malvoyante, enfin qui a un déficit visuel important. Et c'est vrai que là aussi, il avait beaucoup demandé, insisté pour qu'une description plus précise des personnes handicapées soit réalisée. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une avancée. On commence à préciser quand même le type de déficience. On a également au niveau du ministère des Affaires sociales, comme on établit tous les 5 à 10 ans, on fait un renouvellement des cartes de handicap. Donc, les médecins sont censés remplir une grille. Et donc, là, par là aussi, on peut avoir des données quand même indirectes intéressantes. Et enfin, la dernière chose, c'est vrai que c'est par le biais de l'activité physique pratiquée par les Tunisiens. Là aussi, tous les 10 ans, j'ai participé aux 2 enquêtes. Et la dernière, c'était celle de 2020. On a insisté aussi sur le type de déficience et est-ce que ces personnes pouvaient quand même avoir accès à la pratique d'activité physique. Donc, c'est vrai qu'on est sensibilisé. C'est vrai bien sûr, il faudrait avoir plus de données, comme vous l'avez dit, précises, presque pour connaître précisément toutes les personnes handicapées que nous avons sur le territoire tunisien. Mais quand même, je pense qu'on doit ça m'a fait de la peine de voir la Tunisie en rose, quoi. Voilà. Je trouve que c'est pas la couleur qui lui Alors, correspond le mieux. c'est, On verra le suivre. On verra le suivre. Naji, oui. Naji, Voilà, c'est les ton autres. calvaire n'est pas fini parce que Non, je vais je donner la sais. parole au professeur Ben Salah qui va donc Alors, je vais répondre t'en à prie. Madame Merci Ziri. Catherine. Merci professeur Ziri. Vas-y, je t'en Professeur prie, Merci. Naji. Ziri, la Tunisie est en rose, ce n'est pas de mon ressort, hein. Attention. J'ai pris juste une image et je l'ai retransposée. Donc, c'est les images que les Nations Unies nous partagent avec Ilostat qui sont leur l'équipe qui travaille sur ça. Je fais bien dans ma présentation, enfin, je l'espère, la, la différence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. En fait. La plus grosse des problématiques au niveau des données, notamment en typologie de handicap, c'est l'Afrique subsaharienne. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et certains pays comme le Sénégal, bien évidemment, hein, sont des moteurs. Mais si on compte toutes les séries de recensement, on s'aperçoit très vite qu'il n'y a que 3, 4 pays qui en ont 6 ou 7 de séries de recensement. Et il y en a beaucoup qui en ont pas beaucoup ou très peu. Ce qui est une grosse problématique en fait, et notamment malheureusement beaucoup en Afrique francophone et C'est vrai. subsaharienne francophone. Et c'est là où notre projet à nous, notamment en partenariat avec l'ensemble de ces acteurs, on souhaite inclure les personnes en situation de handicap parce que la, le recensement sera fait par ces personnes-là. En fait. Les acteurs qui travaillent dans chacune des communes, les 77 communes au Bénin, seront des personnes en situation de handicap et il y aura plus de facilité à parler avec les chefs de ménage, chefs de famille, avec des personnes en situation de handicap et on aura, on espère, avoir une précision encore plus accrue. Mais bien évidemment, le Maghreb et, euh, et certains pays d'Afrique noire sont quand même assez avancés, voire même bien avancés. Ok, merci beaucoup Bonne Naji. chance en tout cas, hein. Bonne Ouais. chance pour le projet parce que quand même il fallait dire que c'est un très beau projet. On lui souhaite vraiment bon développement et pleine réussite. Merci encore. Merci Exactement. beaucoup, professeur. Professeur Ben Salah, merci Catherine. Professeur Ben Salah, tu voulais Bonjour, intervenir. bonjour Jalal, bonjour Naji. Bonjour, Merci professeur. beaucoup pour vraiment cet exposé qui nous a donné vraiment une vue globale sur ce qui se passe en Afrique. Mais c'est vrai, comme a dit Catherine, euh, déjà pour le recensement 2014, on a fait beaucoup de travail de formation justement des recenseurs sur le concept du handicap, la classification internationale. Et on avait sorti comme ça une petite
classification, bien sûr, qu'ils ont utilisé sur le terrain justement pour sortir parce que le nombre exact de personnes handicapées, parce qu'en fait, auparavant, on utilisait juste les demandeurs de carte de handicap. Donc ça avait vraiment donné déjà pas mal de résultats à l'époque, qui se sont encore améliorés au dernier recensement. En ce qui concerne le travail des personnes handicapées, je pense que c'est mondial. Tout le monde, encore plus grave pour les femmes. C'est vrai qu'elles sont moins. On a fait pas mal de travaux de recherche dans le laboratoire sur le handicap et l'inadaptation sociale et qui montrent carrément vraiment des inégalités par rapport au travail. J'aimerais aussi faire une question par rapport à la santé. En Afrique, il y a un problème, c'est que la réflexion globale des gouvernements est toujours obnubilée par l'urgence. On travaille toujours sur l'urgence, on travaille jamais sur ce que devient le trauma crânien, ce que devient le grand accidenté. On crée des unités, des grands hôpitaux avec des services de réanimation énormes. Et ensuite, en bas, il n'y a rien par rapport à la rééducation, à la réadaptation, à l'insertion. C'est même pas organisé. Même dans les grands CHU, il n'y a pas de service de réinsertion sociale à proprement dit. Donc vraiment, il y a, je pense aussi, un grand travail de sensibilisation à faire au niveau gouvernemental le plus haut possible. Voilà les remarques que je voulais faire et les réflexions que je voulais donner. Eh je vous remercie encore une fois pour le travail et je vous espère, oui, une réussite. Merci beaucoup, Bonne soirée. beaucoup, professeur. Mais vous avez raison. Hein. Naji, je te laisse conclure. Je laisse juste Christine, professeur Barbezier, te poser la dernière question. Et après, on va conclure. D'accord? Hein, Allez, je t'en prie, Christine. En fait, vous avez parlé de 80 millions de personnes handicapées en Afrique, mais ce n'est pas tous les pays. Vous nous avez bien dit que ce n'était pas tous les pays. Si j'ai bien compris, c'est seulement 3 pays qui ont recensé leurs personnes handicapées. Mais est-ce qu'on sait à quel pourcentage cela correspond? Parce que Alors, 80 millions, ça me paraît pas beaucoup finalement. alors 80 millions, c'est pour toute l'Afrique, justement, et c'est pas beaucoup, d'où le questionnement principal. Et par rapport aux 3 pays, c'est les pays sur lesquels nous faisons nos pilotes pour justement remonter. Et tout à l'heure, j'évoquais de manière, j'expliquais que au Bénin, entre le RGPH 3 et le RGPH 4, il y avait eu 2 fois moins de remontées de personnes en situation de recensement de personnes en situation de handicap. Et tout ça est dû à la fois au côté chronophage, au fait que, et je répondrai au professeur Ben Salah, pardon, excusez-moi, en même temps, c'est que les gouvernements, en fait, répondent dans l'urgence et ne travaillent pas sur une vision à très, très long terme et ne voient que l'aspect financier du handicap. Ils vont récupérer de l'argent, ils vont pouvoir éventuellement mettre 2 ou 3 actions en place, mais derrière, on ne rééduque pas les personnes qui sont accidentées, qui ont des traumas. On ne parle pas de handicap pour les personnes qui sont en situation de handicap passager. On ne parle pas des adultes qui sont handicapés et du vieillissement, ou si on en parle, on se dit que comme on est dans des familles traditionnelles, la personne âgée va rester chez le fils ou la fille ou le groupe familial et donc on va s'en occuper. Alors que voilà. Et donc il y a énormément de données à remonter et justement le pourcentage par pays est très mauvais en fait. On ne sait pas. On n'a aucune visibilité. On ne sait pas en termes de typologie de handicap. On sait que le handicap auditif est l'un des plus présents parce que c'est la même chose sur la planète. Après vient la déficience visuelle, mais il y a d'autres typologies de handicap qui apparaissent. Est-ce qu'il y a une zone dans un pays où on a une prévalence de beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment moteur? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait des sous-sols qui ont été pollués, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Et justement, le rôle du projet dans lequel on s'est lancé depuis quelques années maintenant, c'est de pouvoir aller au plus proche des personnes en situation de handicap
et de pouvoir après relever le plus de données possible et de les croiser en intégrant la notion d'inclusion et en prenant toutes les thématiques qui la, qui la font, quoi, c'est-à-dire l'urbanisme, la mobilité, la scolarité, etc., etc., la santé, et trouver des réponses. Et j'ai pas pu le présenter vis-à-vis de nos différentes phases, mais notre objectif aussi, c'est de pouvoir mettre en place des thèses avec de nombreux futurs doctorants sur des sujets, sur le handicap, mais avec des sujets de thèse dans la médecine, dans la chimie, dans les matériaux, dans les sciences sociales, et de regrouper tout ça, et à côté, faire de la recherche et du développement avec des sociétés. Donc, voilà. Alors, Naji, ton PowerPoint va être associé à l'enregistrement, hein, comme ça, tous ceux qui, qui n'ont pas pu assister ou qui sont arrivés en retard ou tout simplement qui veulent le revoir sera à disposition donc, sur notre site et sur LinkedIn. En tout cas, Naji, je voulais te remercier infiniment ça a été éclairant pour ma part, voire interpellant. Mais en tout cas, nous sommes enrichis et la CERTAG et moi-même te remercions. Je voudrais aussi remercier tous les participants, hein, mes amis professeurs, directeurs, mes étudiants, juste vous informer du prochain webinaire. Ça sera le dernier de l'année. Donc, c'est aussi un ami que certains connaissent. Est-ce que vous voyez là la présentation? Professeur Voilà. Boukara. Donc, c'est le professeur Boukara qui est chef de service en MPR au CHU de Blida. Il est aussi chef de la rédaction d'une revue et il va nous faire une présentation, ça sera la dernière de l'année, Innovation technologique au service de la médecine physique et de réadaptation gériatrique. Donc, tu vois, Christine, très intéressant. Je vais demander à Joël d'être là. En Algérie, état des lieux et perspectives. Donc voilà, je vous invite d'ores et déjà le 2 juin, notez-le sur votre agenda. Et je remercie vraiment tout le monde, hein, tous d'avoir participé. Merci à tous mes collègues professeurs, à mes amis, professeur Benamer, Berbizier, Ben Salah, professeur Ziri, etc., d'avoir été vraiment présents. Et merci à toi, professeur aussi, hein, Naji, Merci à pour toi. cette vraiment très belle présentation. Merci à vous tous et j'espère que la présentation vous a plu. Très, très bien. Eh bien, il est l'heure de nous quitter. Un très Je vois grand qu'il n'y a pas merci d'autres à questions. tous. Tiens, je vois aussi le docteur Benassine Nawel. Merci d'avoir été présente, vous aussi. Donc, en tout état de cause, ceux que j'ai oubliés, qu'ils me pardonnent. Tout est sur notre site SFTag, puisque c'est enregistré. Et il y aura le PowerPoint aussi du conférencier professeur Nagy. Et merci à tous d'avoir été présents. Puis je Merci. serais ravi de discuter Salut. avec toi sur les Au revoir. PSNC, cher Ouais. Abdelhadi. Merci, au revoir Merci à à tous. tous. Au revoir, merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.